Merci beaucoup Clément et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis vraiment très honorée de venir exposer nos travaux au Collège de France. Donc, je vais effectivement vous parler de cycle de vie de nanoparticules dans l'organisme, en restreignant plutôt à des nanoparticules inorganiques ou organiques, mais dans le cas de matériaux carbonés. Et je pars effectivement du constat qu'on est quand même de plus en plus exposé à des nanoparticules, soit de manière intentionnelle, comme dans toutes les nanoparticules qui sont développées pour la nanomédecine, comme on vient de voir un certain nombre d'exemples, ou de manière non intentionnelle, avec les nanoparticules qui sont utilisées en milieu, dans l'industrie, dans l'alimentation, etc. Et finalement, c'est le devenir à très long terme de ces nanoparticules dans l'organisme est encore extrêmement mal connu. Et c'est vraiment un point extrêmement important également dans le domaine médical pour que ces nanoparticules puissent passer en clinique. Et donc, c'est en fait des objets qui sont extrêmement petits, qui vont interagir fortement avec les constituants du vivant. Et ces interactions vont déterminer vraiment, et la réactivité de ces nanoparticules à leur environnement biologique vont déterminer leur distribution à court terme, mais également leur toxicité à plus long terme, leur biodégradation, leur persistance éventuellement dans l'organisme plusieurs années éventuellement après leurs injections. Donc, c'est un peu l'objet de mon exposé. Et je voudrais dire que l'approche, disons, classique de toxicologie ou de nanotoxicologie, c'est de dire on met des nanoparticules, on a des nanoparticules en interaction dans l'organisme. Et ce qu'on regarde en général en toxicologie, c'est la réponse de l'organisme ou des fonctions biologiques à la présence de ces nanoparticules, avec des études plutôt à court terme, souvent in vitro, sur la viabilité cellulaire, les capacités de différenciation cellulaire, la génotoxicité, ou éventuellement à plus long terme, dans le cas de médicaments par exemple, on va regarder la biodistribution, les mécanismes de clairance et le profil de tolérance de ces nanoparticules. Mais dans cette approche-là, finalement, on ne voit pas trop ce qui se passe au niveau des nanoparticules elles-mêmes, et donc le point de vue que l'on souhaite vraiment adopter dans notre approche, c'est de dire finalement, c'est le point de vue inverse, comment l'environnement biologique va modifier au cours du temps ces nanoparticules. Et on pense que vraiment en suivant maintenant, du point de vue des nanoparticules, l'évolution de leurs propriétés physiques, morphologiques, etc., dans l'organisme, on va pouvoir avoir vraiment des informations importantes sur les mécanismes de biotransformation de ces nanoparticules. Donc ça, c'est important, d'une part, pour comprendre le destin vraiment à long terme de ces nanoparticules, et aussi de comprendre comment l'environnement biologique modifie ces particules. C'est extrêmement important pour les applications, puisque ça va déterminer leurs propriétés physiques une fois dans l'organisme. Et pendant combien de temps on va pouvoir faire ces applications en imagerie, en thérapie, comme en hyperthermie par exemple. Pour cela, il faut vraiment développer des méthodes que je vais appeler de nanométrologie pour détecter, quantifier l'évolution, détecter ces particules qui sont présentes en petit nombre dans l'organisme, les quantifier et caractériser leurs évolutions morphologiques ou l'évolution de leurs propriétés physiques, et ce, à des échelles différentes, de l'échelle de l'organisme à l'échelle nanométrique, pour vraiment caractériser ce qui se passe sur ces nanoparticules. Donc, je voudrais revenir sur le fait que ces nanoparticules sont, une fois dans l'organisme, vont être vraiment mieux définies par leurs interactions avec les constituants du vivant que par leurs propriétés propres, telles qu'elles ont été conçues par les chimistes. Et c'est ce qui a conduit certains auteurs, comme Warren Chan, à distinguer l'identité biologique des nanoparticules, qui est vraiment l'identité qu'elle va acquérir une fois dans l'organisme et une fois qu'elle interagit avec l'environnement biologique, de l'identité synthétique de ces nanoparticules qui est donnée par le chimiste, la façon dont le chimiste conçoit ces nanoparticules, avec une certaine taille, une certaine forme, une certaine stabilité colloïdale, des charges, etc., des propriétés hydrophiles, hydrophobes. Et donc la relation entre l'identité synthétique des particules et l'identité biologique
de ces particules une fois dans l'organisme va déterminer leur comportement, leur distribution, leur profil de tolérance, etc. et va conférer à ces nanoparticules des propriétés qui vont dépendre vraiment du contexte et dans l'environnement dans lequel elles sont. Alors, qu'est-ce que j'appelle cycle de vie de nanoparticules ? Schématiquement, ça va être un peu ça, c'est-à-dire que des particules qu'on injecte dans l'organisme pour des applications médicales, par exemple par voie intraveineuse, vont interagir très rapidement avec les protéines du plasma. Elles vont éventuellement s'agréger et ce sont ces particules reconfigurées par les protéines qui vont être visibles par les macrophages ou les cellules de l'organisme. Donc les macrophages vont très rapidement, en général, internaliser ces nanoparticules. Et au cours de ce processus, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Bon, c'est pas grave. Au cours de ce processus d'internalisation, vous voyez que vous allez avoir un confinement des nanoparticules au sein de vésicules intracellulaires qui peut conduire à des effets d'interaction entre particules qui modifient à leur tour les propriétés physiques de ces nanoparticules. Et à plus long terme, vous pouvez avoir au sein de ces compartiments lysosomaux où vous avez un pH relativement acide, vous avez des enzymes, etc., des processus de dégradation de ces nanoparticules, de recyclage des éléments et éventuellement des effets de toxicité. Et donc tout ce cycle de vie va impacter, merci beaucoup, les propriétés physiques, donc les applications de ces nanoparticules et leur destin à long terme. Donc je vais me concentrer essentiellement sur des nanoparticules magnétiques. Alors, Sébastien en a déjà parlé, Christine en parlera également beaucoup plus en profondeur, en particulier sur les applications médicales. Donc, je rappelle juste qu'elles sont utilisées pour l'imagerie IRM, elles sont aussi utilisées pour essayer d'exercer des forces sur des cellules ou bien des vecteurs thérapeutiques dans lesquels on a incorporé ces nanoparticules et les amener sur un site cible ou faire de l'ingénierie tissulaire ou des thérapies cellulaires. Et puis elles sont utilisées pour l'hyperthermie, comme l'a montré Sébastien. Donc ce sont des particules extrêmement intéressantes, extrêmement développées pour la nanomédecine, mais dont il faudra aussi optimiser leurs propriétés physiques qui vont dépendre, encore une fois, du contexte. Et donc, je vais essayer dans cet exposé de vous montrer qu'on peut essayer d'établir un rationnel pour contrôler à la fois l'efficacité thérapeutique de ces nanoparticules et surtout, c'est ce qui va être le centre de mon exposé, leur destin à long terme, en jouant en fait sur différents paramètres de leur identité synthétique qui sont leur forme, donc là vous voyez des cubes, des fleurs, leur taille, leur type d'organisation, leur revêtement de surface, et puis également on peut essayer d'associer différents matériaux, des matériaux carbonés, des nanoparticules d'or autour avec des oxydes de fer, et vous voyez, vous allez voir qu'on va avoir en fait des process de dégradation qui vont être dépendants de tous ces paramètres, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, un des premiers points importants, je vous ai dit que c'était les interactions avec les protéines du plasma. Alors, pour des particules magnétiques, c'est assez simple de regarder ces interactions. On peut profiter du fait que quand on met un champ magnétique, les particules vont s'orienter dans le sens du champ. Quand on coupe ce champ, elles vont se désorienter avec un temps caractéristique qui est un temps brownien qui est proportionnel au volume hydrodynamique de la particule, ce qui fait qu'on peut voir des changements de ce volume hydrodynamique si des protéines sont absorbées à la surface des particules. Donc c'est vraiment une méthode intéressante pour regarder in situ la cinétique d'absorption de protéines sur des particules. Et en fonction de l'état de surface de ces nanoparticules, on voit des phénomènes extrêmement intéressants, dont un phénomène qui est particulièrement important, qui est que finalement, si on fait interagir nos particules avec 10% de sérum, ce qui est ce qu'on utilise habituellement en culture cellulaire, ou si au contraire on les fait interagir avec 100% de sérum, ce qui mime beaucoup plus la situation in vivo, on n'a pas du tout les mêmes effets. On peut avoir des déstabilisations de certaines particules à 10% de sérum, alors qu'elles sont beaucoup plus stabilisées, même par les protéines, à 100% de sérum. Donc on a des comportements différents qui aussi montrent un peu les limites de l'expérimentation in vitro dans ce domaine, puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions, et qui montrent que l'in vivo va être, ou des conditions qui miment la situation in vivo, va être vraiment nécessaire pour comprendre le comportement de ces particules.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fonction de la concentration en sérum, on n'a pas les mêmes protéines qui s'absorbent sur les nanoparticules. On va avoir des protéines comme fibrinogènes à faible concentration en plasma, qui ont un effet plutôt qui vont stimuler l'agrégation des particules, alors qu'on a plutôt des protéines qui vont stabiliser les particules, comme l'albumine ou la polypoprotéine, à forte concentration en sérum. Et en faisant aussi des tris magnétiques de ces particules, on s'aperçoit que finalement, même dans les mêmes particules qui ont interagi avec ce sérum, on peut avoir plusieurs populations. On peut avoir des particules qui sont très bien stabilisées par certaines protéines, et puis une population de particules moins bien stabilisées, qui forment plus des agrégats, avec d'autres protéines. Donc là, ça veut dire que dans l'organisme, les macrophages circulants ou résidents du foie et de la rate vont faire face à différentes populations de particules et vont les internaliser de manière différente, ce qui peut expliquer des phénomènes de biodistribution assez complexes. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois in vivo? Là, donc c'est ces nanoparticules d'oxyde de fer de 8 nanomètres qui sont développées par Gerbet pour l'imagerie, qui sont injectées à des doses cliniques, des doses utiles pour l'IRM, donc c'est plutôt des faibles doses. Et si on regarde dans le foie ou la rate, qui sont vraiment les organes qui vont accumuler ces particules, on voit à microscopie électronique que la plupart des cellules n'ont pas de nanoparticules, mais certaines cellules de type macrophage vont concentrer de manière extrême les nanoparticules au sein de lysosome intracellulaire que vous voyez ici, et vous voyez ici la très très forte concentration de ces particules. Donc là, qu'est-ce que doit faire l'organisme? C'est prendre en charge cette énorme concentration locale de nanoparticules. Alors c'est vrai pour la rate, c'est vrai aussi pour le foie. Là, vous voyez, 10 jours après l'injection, vous avez des hépatocytes qui sont libres de toute particule. Là, vous avez un vaisseau, des cellules endothéliales, et là, vous avez un macrophage avec un énorme lysosome plein de ces nanoparticules. Alors déjà, rien que ce confinement va modifier les propriétés magnétiques des particules. En fait, on peut étudier sur l'organe les propriétés magnétiques, superparamagnétiques de ces particules, et on s'aperçoit qu'elles vont être modifiées par l'internalisation cellulaire du fait, en fait, essentiellement d'interactions magnétiques entre particules, et aussi du fait que les particules n'ont plus une mobilité mécanique de tourner sur elles-mêmes une fois concentrées dans le lysosome intracellulaire. Donc cette modification des propriétés magnétiques, elle est intéressante parce que quelque part, à partir d'une mesure magnétique, on peut en déduire des informations sur la concentration extrêmement locale, donc au sein d'un lysosome submicrométrique, de ces nanoparticules, à partir d'une mesure globale de magnétisme. Et donc on peut faire une espèce de, enfin je ne vais pas oser appeler ça un diagramme de phase, mais enfin quelque chose un diagramme qui simplement avec des paramètres qui sortent de l'analyse magnétique, de l'aimantation et de la température de blocage de ces particules, on peut en déduire quelque chose qui nous montre la force des interactions entre particules et donne des informations sur leur distribution locale. Par exemple, dans le foie et la rate, on aura des particules qui interagissent beaucoup plus fortement que dans les macrophages qui ont capté ces particules mais qui ont été recrutés dans des sites d'inflammation, comme ici dans le tissu adipeux. Alors, cette internalisation cellulaire et le fait que ça modifie les propriétés magnétiques est importante, puisque vous voyez que, par exemple, si je mesure la capacité de chauffage de mes particules sous un champ alternatif pour faire de l'hyperthermie, et bien ici, c'est quand elles sont en suspension colloïdale, donc ça, c'est des cubes ou des fleurs qui ont des propriétés de chauffage assez exceptionnelles. Une fois qu'elles sont internalisées dans les cellules, ben, leur capacité de chauffage diminue fortement, et ce qui corrèle avec des changements très importants de leurs propriétés magnétiques. Donc on a des modifications des propriétés physiques des particules qui seront extrêmement importantes pour leurs effets thérapeutiques en particulier. Alors après, le point important, c'est finalement quel va être le devenir de ces nanoparticules à long terme après injection. Donc, je vous ai dit, on va regarder différents aspects. Je vais me concentrer sur 4 types de particules, des cubes de 20 nanomètres, des fleurs qui sont faits d'un assemblage de petits cœurs magnétiques avec un magnétisme coopératif, des hétérostructures donc, qui sont constituées d'oxyde de fer avec une petite boule d'or au milieu, que vous voyez ici,
et puis toujours les mêmes particules utilisées pour l'imagerie. Et aussi, je vais essayer de vous montrer quel va être le rôle du revêtement de surface en explorant deux types de revêtements, du polyéthylène glycol qui est hydrophile et classiquement utilisé pour augmenter le temps de circulation sanguine de ces particules, et un polymère amphiphile que vous voyez ici qui est chargé négativement. Et on va voir un petit peu en quoi ce revêtement de surface peut influencer le devenir de ces particules. Alors, on a une approche multi-échelle. On va regarder in vivo, évidemment, c'est le plus pertinent, et également dans des cultures cellulaires ou bien dans un milieu qui va mimer l'environnement lysosomal de manière la plus simpliste possible, qui va juste mimer le pH acide de cet environnement, et puis on rajoute du citrate qui va chélater le fer, et on va voir que ce milieu est déjà suffisant pour aller dégrader ces nanoparticules et va nous permettre de voir ce qui se passe à l'échelle nanométrique. Donc je vais commencer par l'in vivo. Le plus pertinent, c'est aussi de faire directement sur la souris vivante, ce qui est possible grâce à l'imagerie et l'imagerie IRM. Donc là, vous voyez des souris une souris qui a été injectée avec des nanocubes d'oxyde de fer. Et vous voyez avant injection et après injection, vous voyez clairement que le foie et la rate deviennent très noirs, ce qui est vraiment l'effet attendu de l'accumulation de ces nanoparticules dans ces organes. Et vous voyez que ça commence à revenir à la normale seulement au bout de 4 mois. Et on voit même qu'au niveau de la rate reste encore noire après 4 mois, ce qui vous montre déjà qu'il faut plusieurs mois pour que les propriétés magnétiques de ces particules ne soient plus visibles à l'IRM. Alors, le problème de l'IRM, c'est que c'est très difficile de faire de la quantification. Donc, on va prendre une autre méthode, cette fois-ci ex vivo, sur les organes, qui est la résonance paramagnétique électronique, et qui, elle, est extrêmement intéressante dans ce cas-là, puisqu'elle va être sensible qu'au fer sous la forme de nanoparticules superparamagnétiques. C'est important parce qu'en fait, on a plein de fer dans l'organisme, de fer endogène. Si je mesure toute la quantité de fer, j'aurai surtout le fer endogène parce que ce que j'injecte est inférieur à la quantité de fer endogène qu'on a en particulier dans ces organes. Donc la RPE va vraiment nous permettre de quantifier la disparition de ces organes du fer magnétique, sous forme magnétique. Donc vous voyez ici que ce fer magnétique disparaît du foie au bout de 3 mois, pratiquement entièrement. Elle disparaît moins rapidement de la rate au bout de 3 mois. Et on a fait ces manips pour différents types de particules. Vous voyez que pour tous les cas, on a effectivement une disparition plus rapide dans le foie, moins rapide dans la rate, et qu'on retrouve, et on voit aussi qu'en fonction du revêtement de surface, le cas des polymères amphiphiles concentre beaucoup plus les particules dans le foie et la rate, et on a une disparition beaucoup moins marquée dans le cas de ces particules entourées du polymère amphiphile par rapport au PEG. Donc là, on voit déjà qu'on a un effet à long terme du revêtement de surface. Par ailleurs, ici, pour l'instant, on ne peut pas dire s'il y a eu transformation de ces nanoparticules de fer magnétique en fer non magnétique localement, ou s'il y a eu simplement élimination, excrétion, disparition, disons, de ces particules de l'organe considéré pour être excrété dans les urines ou ailleurs. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va caractériser magnétiquement ces particules à nouveau, et on voit effectivement qu'au bout de 3 mois, ces petites particules sphériques ont une température de blocage qui diminue cette fois-ci, et qui montre qu'elles ont carrément perdu leurs propriétés superparamagnétiques, ce qui montre qu'il y a vraiment un processus de biotransformation locale de fer magnétique en fer non magnétique. Et ça, c'est également confirmé par le dosage total du fer. Donc, je vous ai dit que le dosage total du fer apportait relativement peu d'informations, mais si on fait la différence entre le dosage total du fer, donc qui comprend le fer magnétique, le fer non magnétique endogène, et on fait la différence avec le fer magnétique, on obtient le fer non magnétique qui
et en fait le fer endogène non magnétique, plus qui a été transformé de magnétique en non magnétique au cours du temps. Et on voit que ce fer non magnétique augmente considérablement dans la rate, ce qui montre qu'il y a vraiment une biotransformation de ce fer magnétique en fer non magnétique. Et de plus, quantitativement, on peut voir qu'il y a un transfert du foie vers la rate. Donc ça, c'est intéressant. Et on a essayé de voir à l'échelle maintenant nanométrique, en suivant ces particules dans l'organisme jusqu'à 1 an après injection, finalement, qu'est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'on peut voir ce processus de dégradation locale de ces nanoparticules? Alors, on peut faire du TEM, de l'analyse EDX, de la diffraction, pour vraiment identifier nos nanoparticules dans des coupes de rate ou de foie. Alors, c'est évidemment parfois chercher une aiguille dans une botte de foin, mais on y arrive, surtout quand elles sont très concentrées. Et la preuve, disons, formelle de la dégradation locale des nanoparticules d'oxyde de fer dans les lysosomes, on l'a eu finalement récemment avec ces nanoparticules hybrides. Donc, vous voyez, un jour après injection dans la rate, vous voyez bien ces hétérostructures hors fer. Et si on regarde 7 jours après injection, eh bien, on s'aperçoit qu'on a toujours des dimères intacts, mais qu'on a aussi plein de petites particules d'or qui ont tendance d'ailleurs à former des petites chaînes et qui ont perdu leur entourage d'oxyde de fer. Donc là, en fait, et après on peut faire de l'analyse élémentaire sur les coupes de microscopie électronique de rate, et on voit par exemple dans cette petite chaîne, là on a les dimères intacts en STEM HADF, où on voit vraiment un contraste chimique des petites particules d'or qui apparaissent plus brillantes. Et ici, si on fait de l'analyse EDX sur cette petite chaîne, on s'aperçoit que certaines particules ne sont plus que de l'or et d'autres sont encore entourées d'un petit résidu d'oxyde de fer qui montre, et puis on peut le voir en haute résolution, qui montre vraiment de manière non ambiguë la dégradation locale de cet oxyde de fer au sein des lysosomes. Alors, comment se passe cette dégradation ? Et finalement, où va le fer qui est relargué par ces nanoparticules? Alors là, on observe pour tous les types de particules qu'on a regardés qu'on a très souvent la coexistence de nanoparticules plus ou moins dégradées, si tant est qu'on arrive à voir leur dégradation, avec d'autres petites nanoparticules très monodisperses cette fois-ci, et qui en fait correspondent à des protéines de stockage du fer, que sont les ferritines, qui sont capables de minéraliser le fer pour stocker le fer de manière non toxique dans l'organisme. Et donc, on observe très souvent, ou pratiquement toujours, et surtout au temps long, la coexistence de nos nanoparticules avec ces nanoparticules de ces protéines de ferritine riches en fer. Donc là, vous voyez par exemple sur les cubes, juste après injection, on a des gros agrégats de cubes. Et au cours du temps, ces cubes ont tendance à s'individualiser, on va les voir se dégrader sur certaines formes, et on va voir la présence de ces ferritines. Donc notre hypothèse, c'est qu'on peut avoir un transfert du fer libéré par les nanoparticules lors de la dégradation vers ces protéines de stockage. Et, et ça, c'est cohérent aussi avec les propriétés magnétiques qu'on observe au temps long, puisque au temps long, on va retrouver une caractéristique magnétique qui correspond aux formes qui peuvent être peu magnétiques ou antiferromagnétiques qu'on retrouve au sein de la ferritine. Donc, l'hypothèse, c'est que finalement, le lysosome fait office de réservoir de nanoparticules. Tant qu'elles sont confinées dans le lysosome, finalement, elles ne sont pas toxiques, tant qu'elles ne se dégradent pas. Et dès qu'elles vont libérer du fer, qui lui peut être toxique pour la cellule par des réactions de Fenton, par exemple, eh ben, elles vont être recaptées par la ferritine pour la stocker sous une forme non toxique à son tour. Donc, il y aurait un mécanisme pour la cellule qui minimise la toxicité de ces nanoparticules. Et donc, pardon, ça j'ai déjà dit. Et donc, le challenge là, c'est vraiment d'essayer de comprendre le transfert du fer des nanoparticules vers ces protéines et le processus de biominéralisation à partir des nanoparticules. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours avec
Jeanne Volatron, Florent Carne, Myriana et Madi, où on va essayer de regarder, on regarde de manière spectroscopique le remplissage d'apoféritine, de protéines de ferritine au cours du temps, donc dans notre milieu qui mime l'environnement lysosomal et en présence de ces nanoparticules. Et on peut voir qu'au cours du temps, on a effectivement un remplissage progressif de l'apoféritine par le fer qui est libéré par la dégradation des nanoparticules. Donc, est-ce que, et ça on peut le confirmer en microscopie électronique. Alors, donc là, ça montre que finalement, là, l'organisme profite d'un métabolisme naturel qui est le métabolisme du fer pour métaboliser finalement ces nanoparticules d'oxyde de fer. Est-ce que ça peut être vrai sur d'autres matériaux? Donc, par exemple, on a essayé de voir ce qui se passe avec des ferrites de cobalt, donc où on a du fer et du cobalt, et on voit effectivement quand ces ferrites de cobalt se dégradent qu'elles vont aussi remplir la ferritine, mais on peut se demander est-ce que dans la ferritine on a du fer, mais également éventuellement du cobalt. Donc là aussi, en analyse par EDX en microscopie électronique, on peut voir qu'effectivement, les apoférinines se sont remplies suite à la dégradation de ces ferrites de cobalt et qu'on a la signature à la fois de la protéine par le soufre, du fer et du cobalt. Donc, ces ferritines sont aussi capables de recycler du cobalt. Et pour l'instant, on n'a pas vu in vivo encore, mais donc on ne peut pas dire que ça se passe in vivo, mais il est possible qu'il y ait un mécanisme plus général de recyclage de certains métaux par ces protéines. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi confirmées par une analyse, cette fois-ci biologique, où on regarde comment le métabolisme du fer est modifié par la présence de ces nanoparticules, et on voit qu'effectivement, à relativement long terme, on a une surexpression des gènes qui expriment la ferritine. Donc c'est vraiment cohérent avec une prise en charge de ces particules par le métabolisme du fer. Qu'est-ce qui se passe sur les particules d'or maintenant ? Finalement, ici, je vous ai dit, une fois que l'oxyde de fer se dégrade, localement, on a des petites chaînes de nanoparticules d'or, on a tous ces ferritines, et à plus long terme, si je regarde 3 mois après, je m'aperçois que les particules d'or ont tendance à former des espèces d'assemblées, des chaînes, des assemblées comme ça, avec des particules de plus en plus petites. Donc, on a ici, pour la première fois, parce que ces particules sont censées être très peu réactives, bien qu'elles soient plus réactives à petite taille, mais on peut observer ici la dégradation aussi locale de ces nanoparticules d'or et la formation d'assemblées qu'on ne comprend pas vraiment pour l'instant, mais qui sont intéressantes. Et on peut effectivement toujours identifier que ces petits résidus sont effectivement de l'or et qu'on a une diminution en taille de ces particules d'or. Ce qui vous montre qu'il y a des transformations qui vont réduire la taille des nanoparticules dans l'organisme et qu'une fois que la taille est réduite, ces particules vont éventuellement excréter et emprunter différentes voies d'élimination. On sait très bien que des particules très petites peuvent être éliminées par les urines. Encore faut-il qu'elles puissent être excrétées par la cellule et donc tout ce cheminement entre ce qui se passe dans la cellule et la façon dont on va pouvoir éliminer ces nanoparticules, pour l'instant, on comprend. Enfin, je ne connais pas grand-chose de clair dans la littérature et on ne comprend pas non plus. Donc, il faut chercher et ce n'est pas facile, en fait, de trouver les méthodes pour chercher ça. Qu'est-ce qui se passe 1 an après ? On voit aussi, toujours dans la rate, 1 an après, chez ces souris, on voit aussi encore plein de petites nanoparticules d'or, donc qui persistent. Certaines sont éliminées, mais d'autres persistent, et certaines forment des gros agrégats. Donc on a vraiment un pattern de dégradation qui dépend de l'élément, qui est très différent pour l'or et les oxydes de fer. Et ça, c'est vraiment cohérent avec ce qu'on voit en quantification, puisque vous voyez ici, dans le foie, ici c'est dans le foie et la rate, l'élimination du fer magnétique, et ici c'est l'or qu'on a dosé. Et vous voyez clairement que si le fer magnétique diminue, comme on l'a vu avant, l'or, par contre, diminue quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même excrétion à un moment donné, mais il y a quand même persistance d'une grosse partie de l'or qui avait été injecté au départ. Donc là, on voit vraiment des destins de nanoparticules qui dépendent de l'élément et qui dépendent aussi du revêtement de surface, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Alors, comment essayer de voir maintenant à l'échelle nanométrique ce qui se passe vraiment sur une particule d'ordre de la dégradation? Donc, on peut le faire avec ce milieu très simple, pH acide, avec 20 millimolaires de citrate. Et ce qu'on va faire, c'est simplement déposer nos particules sur une grille de microscopie électronique, repérer nos nanoparticules, le reprendre, le redéposer, le réémerger dans le milieu de dégradation par différents temps pour suivre une même particule lors de sa dégradation. Et donc là, c'est ce que vous pouvez voir, par exemple, sur des cubes. Alors, des cubes qui sont entourés de PEG, des cubes qui sont entourés de ce polymère amphiphiile, ou encore nos nanoparticules hybrides. Et vous voyez, au cours du temps, la dégradation de ces particules. Donc, on retrouve ce qu'on voyait in vivo, qui est que l'oxyde de fer se dégrade et laissant les petites particules d'or comme traceurs, qui là, par contre, ne sont pas capables de se dégrader dans ce milieu simple, sans enzymes, sans protéines, sans rien. Et puis on veut voir la vitesse de dégradation, alors qui est relativement accélérée sur ces grilles, mais on peut voir de nouveau l'effet du polymère qui, lui, va faire vraiment une première barrière contre la dégradation, et on retrouve ce qu'on avait vu in vivo, qui est que les particules entourées de PEG se dégradent beaucoup plus vite que celles entourées de ce polymère amphiphiile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça, on le retrouve aussi en solution, où on peut regarder en fonction du temps l'évolution des propriétés magnétiques de ces particules. Par exemple, on voit bien que celles qui sont entourées de PEG vont perdre assez rapidement leur capacité de chauffage, ce qui n'est pas vrai pour les particules entourées de ce polymère. Donc, il faut vraiment contrôler cette dégradation pour garder les propriétés utiles pour l'hyperthermie, par exemple, tout en ayant une dégradation à long terme. Et donc ça, ce sont des effets qu'on retrouve in vivo, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce que finalement, cette dépendance du revêtement de surface, elle est importante, et elle est même importante à l'échelle de la nanoparticule elle-même, puisqu'on peut voir une même particule se dégrader en fonction du temps. Donc, vous voyez qu'il y a un processus de dégradation relativement stochastique, finalement, et c'est un peu partout. Et ce qui peut être surprenant, c'est que même après dégradation, vous voyez clairement la particule érodée, elles conservent leur structure cristalline initiale. Donc, on a exactement le même réseau cristallin. Donc, la particule est simplement rognée quelque part. Et donc, vous voyez un petit peu la façon dont elles sont rognées. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, elles vont être rognées surtout par les coins, et beaucoup moins à certains endroits, comme par exemple ici. Et on va relier en fait les endroits où elles sont les moins rognées aux endroits où la couche de polymère est la plus dense. C'est-à-dire qu'ici, on peut faire un mapping de surface du carbone de ces particules pour voir la façon dont elles sont recouvertes de ce polymère. Et en fait, on voit clairement qu'au niveau de certains coins, on a un revêtement de polymère qui est moins dense, et c'est typiquement ces endroits où le polymère est plus déficient qui vont être érodés. Et vous voyez ici en rouge des endroits où le polymère est très dense qui ne sont pas érodés. Donc on a vraiment une relation vraiment à l'échelle nanométrique entre ce polymère qui fait une barrière contre la dégradation de ces particules et ce problème d'homogénéité, de couverture. Alors, il y a aussi un effet assez important qui est l'effet d'agrégation. Alors ça, c'est très intuitif, mais encore fallait-il le voir. Finalement, des particules qui sont en monocouche, qui ne sont pas agrégées, se dégradent beaucoup plus facilement que des agrégats de particules. Ça paraît assez évident de se dire on n'a pas le même accès aux nanoparticules, mais ce qui est moins évident, c'est que je pense que finalement ce processus-là a une pertinence in vivo, puisque si vous voulez, à court terme après injection, on observe souvent des agrégats de nanoparticules et que ces particules ont tendance à s'individualiser au cours du temps. Et c'est comme si, finalement, tant qu'elles étaient agrégées, elles n'étaient pas sensibles à la dégradation, mais pour être dégradées, finalement, elles vont devoir s'individualiser pour interagir avec l'environnement extérieur, les protéines, etc., les chélatants. Et on a souvent une marginalisation de ces nanoparticules en périphérie des lysosomes. Donc c'est peut-être quelque chose, c'est ces processus d'agrégation qui peuvent avoir une pertinence in vivo. L'architecture a également un rôle, donc je reviens sur des espèces de nanofleurs qui sont donc constituées de particules
qui sont orientées dans la même direction du point de vue magnétique, donc qui forment un magnétisme coopératif et qui forment un monocristal en même temps. Et si on regarde leur dégradation dans ce milieu lysosomal, on voit clairement, au bout de 3 mois, que ces nanofleurs, donc ce multicœur, sont devenus des monochores ici et ont perdu, au cours de cette désintégration, leur magnétisme coopératif et leurs propriétés exceptionnelles pour l'IRM ou l'hyperthermie. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'échelle d'une particule? On voit clairement ces particules se dégrader. Et si on regarde l'effet de l'architecture, on voit que finalement, c'est par les pores entre les petits cœurs de ces particules que va se faire la dégradation. On voit ces pores qui augmentent en surface au cours du temps. Donc, il y a aussi un effet d'architecture locale sur les mécanismes de dégradation. Et si maintenant on dépose de l'or, différentes épaisseurs de couches d'or sur ces nanoparticules, par microscopie électronique, on peut quantifier le rapport fer-or. Et on voit que si on dépose une couche complète d'or sur ces particules, on va complètement annihiler la dégradation. Et si par contre on met simplement des petits clusters qui sont mal répartis sur la particule, là on aura encore la dégradation des particules. Donc il y aura un moyen de moduler par la chimie, par l'association de différents matériaux, la dégradabilité de ces nanoparticules in vivo. Donc je vous ai montré un peu les différents facteurs. Alors je ne sais plus du tout à quelle heure j'ai commencé. Enfin bon, c'est bon? C'est fini? Donc je vais finir en vous montrant deux choses. Des effets importants qu'on n'a pas regardés, qui sont plus l'effet de l'interaction avec les protéines sur ces mécanismes de dégradation. Donc là, il faut complexifier le milieu lysosomal pour regarder ça. Il y a tout un problème de mécanisme de ces dégradations d'or. Quand je vais vous montrer, enfin ça, je ne vais pas avoir le temps de vous le montrer, mais aussi, il y a tout le problème de savoir finalement comment, une fois, les particules peuvent être excrétées ou pour changer de cellule au cours du temps. On n'imagine pas qu'elles restent pendant 1 an dans la même cellule. Donc ça, c'est des choses qu'on a montré, que les cellules, une fois stressées, peuvent émettre des microvésicules qui contiennent ces nanoparticules et qui vont participer à la dissémination de ces nanoparticules dans l'organisme. Donc ces microvésicules chargées de nanoparticules vont être captées par d'autres cellules qui vont à leur tour processer ces nanoparticules. Donc je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Et juste pour vous montrer, il y a tout un point, c'est de comprendre vraiment la thermodynamique de la dégradation des particules. Et ça, il y a une technique qui peut peut-être nous aider, donc des nouvelles manips, qui est de la microscopie en milieu liquide. Donc vous voyez ici les fleurs dans le milieu lysosomal, directement vues en microscopie électronique en temps réel, sauf que c'est... et vous allez voir, effectivement, en microscopie électronique en milieu liquide, vous voyez les particules se dégrader. Ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les particules ne se dégradent pas en même temps. Certaines vont persister, et c'est aussi quelque chose qui se compare à ce qu'on voit in vivo, qu'on a des particules qui persistent pendant 1 an, alors que d'autres sont complètement dégradées. Donc, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Et donc là, vous voyez, au cours du temps, la dégradation de ces particules. Et juste pour finir aussi, donc cette fois-ci, d'autres types de nanoparticules qui sont des nanotubes de carbone. Si on les met dans des macrophages pendant 48 heures ou 7 jours, les nanotubes de carbone ont tendance à se dégrader. Et on voit clairement ici des trous qui se forment dans le nanotube de carbone. On peut quantifier l'apparition de ces trous dans le nanotube au cours du temps. Et c'est un mécanisme qui, dans la cellule, dépend de la formation de radicaux. Ici, si je mets des inhibiteurs des ROS, des espèces réactives à l'oxygène, dans ces cellules, je vais inhiber la dégradation de ces nanotubes. Et c'est un mécanisme qui est intéressant parce qu'on peut également l'observer pas in vivo, mais in situ en microscopie électronique en milieu liquide. Donc là, vous voyez le nanotube en thème liquide qui, simplement dans l'eau,
qui va, au cours du temps, se dégrader. Vous voyez, vous avez un effeuillement, je ne sais pas si c'est comme un peeling du nanotube, comme on taille un crayon au cours du temps, et au bout d'un moment, le nanotube va être complètement dégradé. On peut quantifier cette dégradation, et ce qui est intéressant, c'est que cette dégradation se fait d'autant plus vite qu'on a une dose d'électrons importante. Pourquoi? Donc, c'est ce qu'on voit ici. Pourquoi? C'est qu'en fait, avec ce flux d'électrons dans l'eau, on a une réaction de radiolyse de l'eau qui crée des espèces réactives ici qui vont être responsables de la dégradation du nanotube. Et en fait, on n'a pas de dégradation si on se met dans l'éthanol, par exemple, on n'aura pas d'espèces au H point, par exemple. Donc là, on inhibe complètement la dégradation alors qu'on l'a dans l'eau. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit en temps réel en microscopie et qui mime ce qu'on a dans la cellule où ces ROS sont également impliqués dans la dégradation des nanotubes. Donc on pense que c'est quand même une technique qui peut aussi nous apprendre des choses en révélant de manière dynamique cette fois-ci des mécanismes de dégradation. Voilà, bon, donc ça, j'en parle pas. Je voudrais juste remercier tous les collaborateurs qui sont extrêmement importants. En microscopie électronique, donc l'équipe de Christian Ricciolo et Damien Aloyau. En chimie, donc toutes les particules que j'ai montrées nous ont été gentiment, en collaboration avec différents chimistes, donc Christine qui en parlera aussi, Terazia Pellegrino en Italie, le travail aussi sur la ferritine avec Myriana, et puis tous les gens de l'équipe, et en particulier Jeanne qui commence sa thèse, Daniel Grabry qui est en postdoc, Lena Eklartig et Michael Levy qui ont beaucoup travaillé sur ces mécanismes, et Yelena aussi qui a énormément travaillé sur tout ce qui se passait in vivo. Voilà, je vous remercie de votre attention.